Bonjour, ceci n'est pas l'enregistrement en direct de la formation puisque il y a un problème technique et que mon micro n'a pas enregistré. Donc je refais un commentaire du diaporama. Donc pour commencer, on va reprendre les éléments essentiels de la comparaison entre mitose et méiose. En particulier, on va s'intéresser au fait que la mitose conserve l'haploïdie contrairement à la méiose. Donc parmi les idées reçues, les élèves confondent souvent la quantité d'ADN avec le degré de ploïdie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour eux, quand on divise la quantité d'ADN par 2, il en va de soi qu'on divise aussi par 2 le degré de ploïdie, ce qui n'est pas le cas. Et donc vous pouvez utiliser la comparaison mitose-méiose pour justement contrer cette idée toute faite, puisque ici dans la mitose, on divise par 2 la quantité d'ADN en conservant le degré de ploïdie. C'est dû au fait que l'information a été répliquée au préalable, qu'on a la même information, donc les mêmes allèles sur les 2 chromatides d'un même chromosome, et que la séparation de ces chromatides conserve et le degré de ploïdie et l'information. Que donc le degré de ploïdie, c'est pas du tout le nombre de chromatides, ça c'est aussi une erreur fréquente. Le degré de ploïdie, c'est le nombre de lots de chromosomes haploïdes que l'on a. Donc ici, puisque tous les chromosomes sont par paire, dans la plupart des cellules eucaryotes, eh bien, on a des cellules qui sont diploïdes. Si on prend une même cellule diploïde qui démarre par la méiose, donc elle a aussi 2 chromatides par chromosome à la fin de la réplication, elle divise par 2 cette quantité d'ADN, mais cette fois-ci en changeant le degré de ploïdie, puisque chaque cellule fille ne reçoit qu'un seul des chromosomes de chaque paire, donc elle a un lot unique de chromosomes différents. Et par contre, lors de la deuxième division par 2 de la quantité d'ADN, le degré de ploïdie ne change pas, puisque là, c'est juste la séparation des chromatides et non pas la séparation des chromosomes. Donc on peut diviser par 2 la quantité d'ADN sans changer le degré de ploïdie. Mais on peut aussi diviser par 2 la quantité d'ADN en changeant le degré de ploïdie. Donc ce n'est pas du tout équivalent. Ici, vous avez un schéma classique de comparaison mitose-méiose. Donc la chose qui est importante à comparer, c'est la métaphase. Soit chaque chromosome est accroché par 2 kinétochores à chacun des pôles, soit c'est la paire de chromosomes qui est accrochée, d'où l'évolution différente. Donc ça, c'est un schéma classique, je ne vous le recommande pas. La place dans la vie des organismes, ces 2 divisions est complètement différente. Donc chez l'embryon, les divisions de mitose ont un rôle très important puisque c'est ce qui crée un organisme pluricellulaire, donc ça c'est ce qu'on appelle la segmentation, mais aussi c'est ce qui permet la formation des organes puis la croissance de ces organes. Chez l'adulte, ça entretient les tissus, où il y a par exemple la peau, il y a des pertes cellulaires, il y a des mitoses à la base. Et puis ne pas oublier que la mitose participe à la reproduction, mais asexuée, chez les embryophytes et les mycètes, puisque les mycètes peuvent faire des mythospores. On a des pathologies de la mitose, ou plutôt du contrôle de la mitose, ça c'est ce qui va déclencher le cancer. Et puis, il y a des populations qui évoluent uniquement par reproduction asexuée, c'est le cas des rotifères. Sur 30 millions d'années, on ne leur connaît que de la reproduction asexuée, et bien qu'il y ait peu de mutations géniques qui apparaissent lors des phénomènes de cycle cellulaire, bien à la longue, sur 30 millions d'années, ça fait quand même des populations relativement diversifiées. Donc à court terme, la reproduction asexuée fait des populations clonales peu diverses, mais à très long terme, sur plusieurs dizaines de millions d'années, l'accumulation des mutations géniques finit par faire des populations relativement diverses. La méiose, classiquement, elle a lieu chez l'adulte, donc pour faire des gamètes chez les animaux, mais des spores chez les végétaux au sens large et chez les mycètes, puisque les mycètes font des mythospores et des méiospores. Mais vous ferez attention que chez les mammifères femelles, cette méiose elle a lieu beaucoup plus tôt, elle a lieu chez l'embryon, dans les ovocytes en cours de formation. Le résultat, c'est que s'il y a une mutation de la méiose, on est sur des anomalies chromosomiques qui affectent tout l'organisme, donc qui ont un impact majeur. Et à long terme, la méiose est un des mécanismes essentiels de l'évolution, et nous en verrons quelques exemples. Comme exemple de l'effet de la méiose sur la reproduction, il y a la possibilité de création d'une espèce.
On va s'intéresser ici à des végétaux pour lesquels la spéciation se fait sans changement de lieu, dans ce qu'on appelle sympatrique. On reste au sein de la même patrie, pas de déplacement de lieu pour le phénomène de spéciation en lui-même. Et le mécanisme, c'est une hybridation. Il y a peu de contrôle chez les végétaux qui limitent l'hybridation, suivi d'une mutation chromosomique qui est la polyploïdisation. Donc c'est un exemple très classique parce que bien documenté. Au démarrage, on a deux espèces, la spartine maritime qui vit en Angleterre et la spartine à feuilles alternes qui vit aux USA, mais qui s'est accrochée sur les coques des végétaux, des bateaux, et qui est arrivée en Angleterre. Et là, en Angleterre, elle a pu recevoir le pollen de la spartine maritime et est apparu un premier hybride. Cependant, cet hybride est totalement stérile. Pourquoi? Parce qu'on a 60 chromosomes chez la forme maritime, 62 chez l'espèce à feuilles alternes, donc forcément on se retrouve avec un chromosome non apparié. Et quand il y a un chromosome non apparié, la méiose s'arrête et la cellule qui est bloquée dans la division cellulaire finit toujours par déclencher de l'apoptose et par dégénérer. Donc on a donné un nom d'espèce à cet hybride, puisque pour autant il s'est maintenu dans l'écosystème, mais par multiplication asexuée. Il est observé à partir de 1829. À partir de 1870, on trouve un hybride fertile, mais qui n'a pas la même garniture chromosomique que son ancêtre, et c'est appelé spartine anglaise. C'est un individu qui est polyploïde, dans lequel il y a une duplication de tout le génome. C'est des mutations qui arrivent assez fréquemment chez les angiospermes. On a beaucoup de phénomènes d'apparition d'espèces chez les plantes par polyploïdie. Puisque cette fois-ci tout le génome est dupliqué, eh bien on n'a plus de chromosomes isolés, il se retrouve lui aussi par paire, et donc la méiose est à nouveau possible. Et la spartine anglaise fait de la reproduction sexuée. Elle n'a pas tout à fait la même niche écologique que les deux espèces parentes. Elle vit un peu plus bas dans la zone inondée, et du fait qu'elle soit polyploïde, elle a une vie végétative plus intense. Et elle se multiplie plus facilement, et c'est devenu une espèce envahissante en Australie. Une autre possibilité d'évolution des espèces via l'hybridation chez les plantes, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'introgression. C'est-à-dire qu'on va avoir une première hybridation, qui n'est pas suivie de polyploïdisation, mais un rétrocroisement avec une seule espèce parente, toujours la même, celle qui ici nous avons dessinée en rouge, et qui va faire une nouvelle espèce. Donc on s'est intéressé ici à l'espèce de Mimulus cardinalis, parce qu'il y avait des choses un peu incohérentes dans sa phylogénie. Ici, vous avez en gris vraiment l'arbre phylogénétique, donc qui est fait à partir de toutes les données connues de Cardinalis, donc des phénomènes morphologiques, mais aussi l'ensemble des gènes. On aboutit à cet arbre phylogénétique. Et pourtant, si on prend un arbre, alors c'est pas un arbre de comparaison de séquences, qui est fait à partir de certains gènes, notamment les gènes nucléaires contrôlant la morphologie florale ou des gènes chloroplastiques, on n'obtient pas du tout la même géométrie d'arbre. Alors vous ferez attention que si vous avez un arbre de comparaison de séquences, même si le logiciel vous dit qu'il s'agit d'un arbre phylogénétique, ce n'en est pas un. C'est un arbre de comparaison de séquences, donc en fait c'est un arbre de similarité. Et c'est donc de la phénétique, ce n'est pas de la phylogénétique. On n'a pas du tout appliqué la méthode typique de la phylogénie. Donc c'est juste un arbre de ressemblance. Et quand on construit des arbres de ressemblance, des gènes de morphologie florale ou des ressemblances des chloroplastes, eh bien si on prend les gènes de morphologie florale, Cardinalis se trouve non plus dans le groupe qui a ici un ancêtre commun avec d'autres espèces, il bascule dans le groupe des espèces Lévisi, où il y a deux sous-espèces. Et puis, au contraire, si on prend du chloroplaste, alors là, c'est très confus. Soit il fusionne, il fait un nœud commun avec une des sous-espèces Lévisi, soit avec une espèce parichie. Et donc, on obtient quelque chose d'incohérent. On a trois arbres qui ne correspondent pas. L'arbre phylogénétique d'une part, qui est en gris sur le schéma. L'arbre que l'on fait à partir des gènes nucléaires de morphologie florale. Et l'arbre qu'on fait à partir des gènes chloroplastiques. Donc, quand on a une incohérence avec juste un gène, on va parler de transfert horizontal de gènes, on va proposer qu'il y ait un gène qui soit passé d'une espèce à l'autre.
Ici, vous ne pouvez pas être sur un transfert horizontal de gènes, puisqu'en fait, ça correspond à tout un secteur du chromosome et on ne connaît pas de mécanisme qui transfère une multitude de gènes. Et puis bien sûr, c'est pareil pour le chloroplaste, des transferts directs de gènes chloroplastiques d'une espèce à l'autre, on n'en connaît pas non plus. Donc on est allé regarder qu'est-ce qui, dans la reproduction sexuée des plantes, pouvait fournir un mécanisme crédible. Donc on s'intéresse à l'espèce Cardinalis actuelle. Vous retrouvez ici en violet les gènes qui posent problème, dont les gènes nucléaires, dont l'histoire ne correspond pas à l'arbre phylogénétique. Et puis nous n'avons pas dessiné les chloroplastes, mais ici on pourrait mettre aussi un chloroplaste différent, hein, puisque lui aussi il a une phylogénie qui est propre. On va juste retracer l'effet des gènes floraux nucléaires. Pour obtenir cet état final, on propose que l'on parte de l'ancêtre de Mimulus cardinalis, qui n'a pas ces gènes, donc c'est pour ça qu'on l'a dessiné entièrement en rouge, qui fait une hybridation avec l'ancêtre de Mimulus levisi. Donc au départ, on a donc un lot haploïde de chromosomes rouge, un lot haploïde de chromosomes violet, mais comme on a une introgression, c'est-à-dire que cet hybride, il se recroise tout le temps avec Cardinalis, et seulement avec Cardinalis. Donc au fur et à mesure du temps, l'ADN de Levisi, qui est ici en violet, va progressivement être éliminé du système. Et toutes les séquences qui ne fournissent pas un avantage sélectif majeur seront toutes éliminées au fur et à mesure des introgressions. Imaginons que les séquences de Levisi ne donnent aucun avantage sélectif. Eh bien, s'il y a de très très nombreuses introgressions, à la fin, eh bien, on retrouve le génome de départ, le génome de l'ancêtre de Mimulus cardinalis. Mais ici, il y a des gènes qui permettaient de former une corolle étroite et des nectaires, ce que n'avait pas l'ancêtre de Mimulus cardinalis. Et ce sont justement ces gènes que l'on retrouve, ce qui fait que d'emblée, Mimulus cardinalis, à un moment donné de son évolution, on a l'impression que tout d'un coup, il y a un phénomène extraordinaire, puisque d'emblée, Mimulus cardinalis va acquérir cette morphologie de corolle étroite et de nectaire, et donc la possibilité de pouvoir être pollinisé non plus par le vent, mais en fait par des colibris. Et donc quand on voit ça dans les arbres phylogénétiques, ça paraît très curieux, c'est ce qu'on a appelé parfois des sauts évolutifs. Tout d'un coup, il y a une évolution qui apparaît, et certaines personnes l'ont utilisé, du temps où on ne connaissait pas encore le mécanisme que je vous décris ici. Ils ont dit, mais ça prouve que la théorie de l'évolution ne tient pas la route, puisque la théorie de l'évolution, c'est des mutations ponctuelles qui s'accumulent au cours du temps. Il ne peut pas y avoir ces sauts évolutifs rapides. Ça ne marche pas. Et même en prenant le fait que tout ne fossilise pas, c'est beaucoup trop rapide. Cette théorie n'est pas bonne. Parce qu'en fait, il manquait des mécanismes à cette théorie. Maintenant qu'on rajoute hybridation, introgression, vous voyez que ça va se faire relativement rapidement. En quelques rétrocroisements, on va justement avoir l'impression, l'illusion, que toute la série de gènes de Levisi, en violet là, a sauté dans le génome de Cardinalis, alors que ce n'est pas du tout le mécanisme, et a fait que cet ancêtre pollinisé par le vent, tout d'un coup acquiert des caractéristiques de pollinisation par un pollinisateur bien précis. Et comme il y avait d'autres gènes dans ce génome, les nectaires ne sont pas tout à fait identiques aux nectaires des abeilles, la forme de la corolle n'est pas non plus tout à fait identique à celle de Mimulus levisi, et donc on obtient finalement un nouveau pollinisateur qui sont des colibris, alors que au contraire levisi est pollinisé par des abeilles. Donc chaque fois que vous voyez cette illusion d'un saut évolutif qui confère d'emblée une adaptation, il faut penser à des phénomènes d'introgression, surtout si vous êtes chez des végétaux chez lesquels l'hybridation est relativement fréquente. Mais vous savez que ça concerne aussi notre lignée humaine, puisqu'on a aussi ces phénomènes d'introgression, puisque Sapiens s'est croisé avec des lignées homo ancestrales. Donc, pour le cas de l'Europe, on a un décroisement sapiens-néandertalien qui donne l'illusion d'un transfert de gènes, de quelques gènes néandertaliens, donc, notamment tous ceux qui contrôlent le métabolisme, mais aussi les phénomènes inflammatoires.
Donc on se dit, mais c'est bizarre, ça marche pas avec sa théorie, puisque au contraire, c'est négatif. C'est négatif aujourd'hui. Mais en fait, on pense que ça a conféré aux sapiens qui se sont hybridés et qui ont fait de l'introgression, donc des rétrocroisements avec sapiens, ça leur a conféré une meilleure possibilité de stockage des réserves en milieu froid, hein, cette facilité à stocker qui, donc aujourd'hui, nous crée des problèmes cardiovasculaires parce que l'alimentation est bien disponible. Et puis ce côté inflammatoire qui fait des maladies auto-immunes dans la population européenne, et aussi ce qui aurait conféré une meilleure immunité, et donc qui à l'époque était un avantage. Donc on voit aussi que les avantages sélectifs dépendent du milieu et peuvent complètement changer. Pour ce qui est de la population asiatique, au contraire, on a une introgression après une hybridation avec des Denisoviens. La lignée fossile montre bien l'existence de ces hybrides. Et là, ça fournit d'autres avantages. Donc là, le mieux documenté, c'est avec l'altitude pour les Tibétains, où on a un gène d'adaptation à l'altitude qui provient clairement de la lignée dénisovienne et qui permet aux Tibétains de vivre en altitude et de ne pas avoir le mal des hauteurs qu'ont les Chinois Han quand ils sont obligés d'aller vivre au Tibet. Donc c'est moins fréquent, mais quand vous avez des lignées animales qui ont divergé depuis peu et qu'il y reste des possibilités d'hybridation, donc chez les animaux, ne voyez pas les barrières d'hybridation comme des barrières moléculaires. Ça arrive très très tard, il faut que les lignées aient divergé radicalement pour qu'il y ait des barrières moléculaires. C'est avant tout des barrières comportementales qui vont faire les barrières d'espèces. Donc par exemple, des oiseaux qui changent de champ, qui ne se reconnaissent plus. Mais si l'environnement fait qu'il n'y a plus de barrière comportementale, les hybridations peuvent se refaire. Typiquement, vous connaissez l'histoire entre les grizzlies et les ours blancs qui, quand ils se rencontrent, dans les secteurs où ils se rencontrent, peuvent ne pas avoir de barrière comportementale et faire des hybrides. Et donc on imagine ce qui s'est passé un peu, ce genre de choses, que les barrières culturelles n'étaient pas suffisamment fortes pour empêcher toute hybridation avec les lignées plus anciennes d'Homo, d'où les possibilités d'hybridation puisqu'il n'y a pas de barrière moléculaire. Si on compare les conséquences sur l'information génétique, un sujet qu'on peut traiter, c'est est-ce que la mitose est une reproduction conforme? Donc ici, le point d'interrogation a toute son importance. On le présente souvent comme beaucoup trop conforme. Il faut être un petit peu plus nuancé. Certes, la réplication est précise parce qu'il y a le système de correction sur épreuve. Donc pendant la polymérisation, si un nucléotide est mésaparié, il est éliminé par la sous-unité exonucléase. Il y a aussi des possibilités de correction après cette réplication, en phase G2. Donc ça c'est dû à la structure de l'ADN. On a toujours une base pyrimidique appariée avec une base purique. Donc si vous voulez dire plus simplement pour les élèves, une grande base, une petite base. Donc si vous avez un mésappariement qui fait qu'il y a deux bases puriques ou deux bases pyrimidiques, bah, l'ADN est plus large ou moins large et du coup ça se repère et ça s'élimine. Par contre, ce qui ne va pas se repérer, c'est le fait de transformer une base purique en une autre base purique ou une base pyrimidique en une autre base pyrimidique. Et à ce moment-là, eh bien, ça ne peut pas être corrigé. D'où le fait qu'il reste des mutations. Donc il reste sur 1 milliard de nucléotides, il y a une mutation ponctuelle. Mais là où il faut casser les idées reçues, c'est que généralement ces mutations ne font rien. La grande majorité des mutations sont silencieuses. C'est-à-dire que soit elles sont dans un secteur non codant et non régulateur, donc elles n'ont pas d'effet, soit elles sont dans un secteur codant ou régulateur, mais si elles sont dans un secteur codant, avec la redondance du code génétique, elles peuvent très bien amener à la mise en place du même acide aminé. Quand bien même elles amèneraient à la mise en place d'un nouvel acide aminé, s'il est dans la même catégorie, ça ne va pas changer la fonction de la protéine. Par exemple, vous remplacez un acide aminé hydrophobe par un autre acide aminé hydrophobe dans une poche hydrophobe, vous avez toujours la même structure de protéines, ça ne change rien. Et quand bien même on aurait une mutation, donc qui n'est pas silencieuse, qui change d'acide aminé, qui fait qu'on a une autre forme de la protéine, très souvent elle sera neutre. C'est-à-dire que du point de vue évolutif, elle ne changera pas la valeur sélective de l'individu. On peut changer le protéome sans changer la valeur sélective.
Imaginez une proie dans un environnement sombre qui a un phénotype noir, il apparaît une mutation qui le rend un petit peu plus noir, brun foncé. Si vous n'avez pas de prédateur susceptible de détecter cette petite nuance de couleur, eh bien la mutation marron foncé ne change pas la valeur sélective de la proie. Et ça, c'est le cas de l'immense majorité des mutations. Chez les bactéries, 98 à 99% des mutations sont silencieuses ou neutres. Donc là, du point de vue de l'information, on aura une reproduction qui est conforme à 99%. Du point de vue du support de l'information, ce qui n'est pas la même chose, donc du point de vue de l'ADN, c'est beaucoup moins conforme puisqu'on a une mutation sur 1 milliard. Donc distinguez bien aussi, les élèves ont du mal, distinguez bien le support de l'information génétique de l'information elle-même. On peut prendre une analogie, le support c'est le livre, l'information c'est l'histoire que raconte ce livre. Si vous changez quelques mots dans cette histoire, dans ce livre, pardon, oulala, vous changez quelques mots dans ce livre, mais que vous le remplacez par quelque chose qui est synonyme ou proche, l'histoire ne change pas. Et donc là, c'est ce qui se passe généralement lors de la mitose. C'est comme si on avait des scribes qui recopiaient en changeant de temps en temps un mot, mais en gardant le sens. Globalement, vous avez toutes les chances de garder l'information, alors même que le support s'altère doucement de division en division. Ce qui fait aussi la conformité de la reproduction, c'est qu'il existe de nombreux points de contrôle dans la mitose. Donc il y a des points de contrôle du fait que la réplication soit complète. Si elle est incomplète, la mitose se bloque. S'il y a trop de cassures double brin ou trop d'anomalies chromosomiques, ça se bloque aussi. Et s'il y a un chromosome non apparié, comme pour l'hybride d'Esparty, ça se bloque aussi. Donc ça évite les gros problèmes de réplication ou des grosses anomalies chromosomiques. Et donc ça empêche des mitoses quand vraiment le karyotype est atteint. On a aussi des mécanismes de reproduction conformes parce que les deux chromatides qui portent la même information sont séparés par les kinétochores, donc ça aussi, ça participe à la conformité. Et puis, quand il y a quand même de non-conformités, parfois c'est le système immunitaire qui les élimine. Par exemple, il peut y avoir des anomalies chromosomiques qui font les premières étapes du cancer, et si ça donne naissance à un protéome à la surface de la cellule, alors le système immunitaire les supprime, ou parfois les anomalies chromosomiques déclenchent une apoptose, ce qui va permettre d'éliminer les cellules même après une mitose non conforme. Ce qui fait que la plupart du temps la mitose est conforme, mais qu'il y a quand même, il ne faut pas être idéal, il y a quand même quelques anomalies chromosomiques qui peuvent persister et qui sont à l'origine des cancers. Donc si on regarde l'effet des mutations, distinguez bien ce qui affecte des mutations somatiques, donc on aura juste une partie du tissu, et ce qui affecte les cellules germinales, là on aura tout le tissu, donc c'est pas du tout la même chose. Les mutations géniques qui n'affectent que 1 à quelques nucléotides, donc une portion très limitée. Les mutations chromosomiques qui affectent des parties entières du chromosome. Donc une mutation génique sur une cellule somatique affecte une petite partie du tissu et a souvent peu d'effet sur le phénotype, dans l'idéal, alors qu'une mutation dans une cellule germinale va faire ce qu'on appelle des maladies génétiques héréditaires qui affectent donc là, tout le génome de la personne. Donc généralement, ces maladies à court terme sont très néfastes, mais il ne faut pas perdre de vue leur effet à long terme, c'est que ce sont des moteurs de l'évolution, puisque ça crée de nouveaux allèles qui sont susceptibles d'avoir des valeurs sélectives différentes des allèles déjà préexistants, et s'ils ont une valeur sélective supérieure à ce qui existe déjà, ils peuvent se répandre dans la population. Donc les effets sont très différents selon qu'on est à court terme et à long terme. On va retrouver cette dichotomie pour les mutations chromosomiques. Donc à court terme, beaucoup de cancers sont dus à des mutations chromosomiques qui affectent des secteurs entiers du chromosome, c'est plus rarement des mutations géniques. Les mutations chromosomiques font des maladies génétiques très graves généralement, mais
la duplication ou la délétion de chromosomes ou les fusions de chromosomes est un mécanisme d'apparition des espèces, et ça je pense que vous le connaissez bien dans la lignée humaine ou dans la comparaison entre un cariotype de singe et un cariotype humain. Alors en termes de mécanisme, ce qui va affecter cette information génétique, c'est ce qu'on va appeler des brassages. Donc on a deux brassages, je les ai mis par ordre chronologique, parce que souvent le premier n'est pas mis à sa place. C'est le brassage intrachromosomique à l'intérieur du même chromosome et le brassage interchromosomique entre les chromosomes. Donc on va démarrer en prophase de première division de méiose pour le brassage intrachromosomique. Donc en première division de méiose, les chromosomes sont collés par paire. Il y a vraiment des protéines qui les font adhérer. Donc c'est tellement proche qu'on appelle ça le complexe synaptonémal, synapto comme synapse, pour dire que c'est très très près. Et les chromosomes à ce stade-là forment des fils, des sortes de petits verres. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le complexe synaptonémal, donc qui vient coller les deux chromatides d'un même chromosome, mais aussi on va le retrouver entre les chromatides des chromosomes homologues. Donc tout ça est complètement collé. Et en plus, il y a des protéines de recombinaison homologues qui existent en prophase de première division de méiose. Donc c'est en prophase de première division de méiose que ont lieu ce qu'on va appeler les crossing over. Donc les crossing over, ce sont des échanges de chromatides. Vous ne pourrez jamais voir un crossing over, parce que justement, les 4 chromatides sont collées les unes aux autres, donc il n'y a pas moyen de voir les crossing over. Ce que vous voyez et que vous montrez aux élèves apparaissent bien plus tard, ce sont simplement des enjambements, le fait que les chromatides soient entrelacés. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un chiasma. Parce que le crossing over, en échangeant des portions de chromatides, a fait que justement ces chromatides sont entrelacées désormais. Et comme elles sont entrelacées, quand on va démêler les chromosomes. Donc c'est quelque chose qui part du centromère et qui progresse vers la périphérie. Donc au démarrage, ce qui se sépare, si on fait sur cette photo-là, ce qui va s'éloigner, ce sont donc, pardon, c'était un petit peu plus haut le centromère, c'est les deux centromères qui s'éloignent, ce qui fait que ce secteur-là se sépare, et puis progressivement, la séparation des chromosomes va migrer vers les télomères. Et donc, si j'essaye de vous le mimer, ici, donc, ce qui est au niveau de la base de mes doigts, c'est le centromère. Et puis tout au bout, ce sont les télomères. Et donc ça se sépare au niveau des... Alors, on va faire un petit crossing over. Ça se sépare au niveau des centromères, ce qui fait qu'il me reste une croix ici, qui est le chiasma, mais cette croix, elle bouge jusqu'à être détachée, et ça, c'est de l'anaphase. Donc là, les chromosomes pourront vraiment se séparer quand tous les nœuds, quand toutes les croix, tous les enjambements se seront progressivement dénoués. Il faut bien savoir qu'il y a une dizaine de crossing over au-dessus et en dessous du chromosome au minimum, et donc on a de très 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 nombreux entrelacements qui vont se séparer progressivement. Et ce qui maintient ensemble en métaphase, c'est justement le fait qu'il y ait des chiasmas. En métaphase, vous avez un... Je vais enlever... Hop là, je voulais mettre la gomme, on va effacer un peu tout ça. Donc là, on est en métaphase. Ici, on a un seul et unique kinétochore, parce que les deux kinétochores de chaque chromosome sont réunis par des protéines, donc ça fait comme si ce n'était qu'un kinétochore, relié à un microtubule kinétochorien qui tire. Même chose de l'autre côté, les deux chromosomes sont réunis par des protéines et ils ont rencontré un microtubule qui les tire. Et vous voyez bien qu'on va rester en métaphase parce que ici, il y a un enjambement, il y a un chiasma qui empêche la séparation des chromosomes. Et ici aussi, il y en a également. Et on peut prouver que ce sont vraiment les chiasmas qui permettent de maintenir cette paire de chromosomes en métaphase, parce que si on manipule des cellules pour les empêcher d'avoir des crossing over, eh bien on a un arrêt total de la méiose, parce qu'en fait la métaphase ne se produit jamais.
Les chromosomes sont répartis n'importe comment, on n'a pas de métaphase, ce qui fait que ça déclenche un contrôle du cycle cellulaire, la cellule se bloque et elle part en apoptose. Et donc on a bien sûr des lignées qui sont stériles. Donc ça veut dire que le chiasma que vous voyez, ce n'est pas le site du crossing over. Donc ce dessin n'est pas bon. Je sais qu'on le représente partout, puis c'est ce qu'on attend des élèves pour qu'ils aient leur bac, mais ça c'est faux. En fait, si on voulait mieux dessiner les choses, admettons que le centromère, il soit probablement quelque part par là. Les échanges de chromatides, ils ont eu lieu plus tôt. Ils ont eu lieu par ici. C'est ici qu'a eu lieu probablement le crossing over. Et ensuite, les chromatides sont en train de se séparer progressivement. Donc le chiasma, il est en train de remonter progressivement vers les télomères, de chaque côté d'ailleurs. Et donc le chiasma n'est pas le site du crossing over. Il est forcément plus en avant vers les télomères. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une distinction entre chiasma et crossing over. Le chiasma n'est qu'une conséquence mécanique du crossing over. Alors si vous voulez prouver l'existence des crossing over, je pense que le plus simple c'est de prendre Sordaria, d'aller chercher une asque hétérogène par moitié, et pour que ce soit vraiment pédagogique, démarrer de l'asque et remonter progressivement jusqu'à la cellule mère, mais partez aussi de la cellule mère pour aller vers la première étape de la méiose. Pourquoi c'est important? C'est qu'on va bien insister sur une erreur qui est fréquente, qui est que sur les deux chromatides d'un même chromosome, puisque c'est issu de la réplication, on a nécessairement le même allèle. Ça vous paraît évident, mais alors les élèves ils vont dessiner quasiment une fois sur deux des allèles différents sur les deux chromatides, ça les gêne pas du tout. Donc on leur rappelle bien qu'il y a une réplication, et là ils se disent « Ah oui, c'est vrai, il y a réplication, donc il y a la même chose des deux côtés. » Et puis on s'arrête là. Et après, on part de l'autre côté. Donc ça c'est notre étape numéro 1. Étape numéro 2, on part de l'autre côté, on part de ce qu'on a vraiment. On transforme le génotype en phénotype. On leur rappelle bien qu'on est sur des spores haploïdes, donc la transformation génotype-phénotype est évidente. Qu'il y a une mitose post-méiose, donc on va supprimer la mitose. La mitose est la séparation des chromatides, donc il s'agit de regrouper les deux chromatides. On sait que Sordaria fait des asques ordonnées, donc je ne peux pas regrouper les chromatides que je veux. Elles sont regroupées par deux dans le même ordre, donc les deux cellules du dessus sont issues de la même cellule mère, et donc je dois les regrouper absolument deux par deux. Et ce qui me fait la fin de la méiose 2. Et donc ensuite, il s'agit, méiose 2 plus réplication. Ensuite, on va pouvoir enfin rentrer dans les phénomènes de méiose. Donc, j'enlève la réplication. Bon, ça, c'est assez évident. Il n'y aura plus qu'une chromatide par chromosome. Et puis, je dois remonter dans le temps et enlever la méiose 2, sachant que c'est des asques ordonnés. Donc, je continue toujours la même règle. Je suis obligé de faire rejoindre les deux chromatides du dessus dans une même cellule mère. Et c'est là que j'aboutis à l'impossibilité, quelque chose d'impossible, c'est important, qui repère que c'est impossible. J'ai deux allèles différents sur les deux chromatides d'un même chromosome. Donc pour qu'ils comprennent bien que c'est les deux allèles d'un même chromosome, faites-leur bien dessiner les centromères, parce que sinon ils les dessinent séparés, alors ils interprètent comme deux chromosomes et ça leur pose pas de problème. Donc faites bien dessiner le centromère, faites bien comparer justement à ce qu'on a dessiné avant, pour qu'ils constatent l'impossibilité, impossibilité qu'on ne peut résoudre qu'avec un crossing over. Vous ferez attention dans la façon dont vous dessinez les crossing over, on les voit très souvent dessinés comme ça, avec une grande croix. Ça, c'est horrible. Parce que si je suis la façon dont c'est dessiné, si je suis exactement le dessin, je dois avoir un bout de cette chromatide noire suivi d'un bout de cette chromatide rouge. Donc je la dessine, chromatide noire jusqu'ici, et puis ensuite il y a un trou, et je récupère la chromatide rouge. Et donc je dois récupérer seulement... Oh pardon, c'est
c'est mal dessiné, je dois récupérer seulement la longueur de la chromatide rouge que je vois. Donc c'est seulement ça. Donc ce secteur-là a subi une délétion. Et bien sûr, j'ai le même problème si je fais dans l'autre sens. Chromatide rouge jusque là, pas de souci. Puis ensuite on passe là, et puis juste le petit bout, donc pas ceci. Il me manque un petit morceau de la chromatide noire. Donc si je le dessine comme ça, le problème c'est que j'ai une double délétion. Donc surtout, jamais, jamais on ne va dessiner des croix. Ce que vous allez dessiner, c'est le fait qu'il existe une recombinaison au nucléotide près, et donc faites une double flèche pour dire c'est exactement à cet endroit-là, sur ce nucléotide-là, qu'a eu lieu la recombinaison. Sinon, vous allez obtenir une double délétion. Donc méfiez-vous des documents que vous récupérez, même sur des sites académiques. Malheureusement, souvent il y a cette habitude de dessiner une grande croix alors que ça aboutit à des choses complètement aberrantes. Un aspect un petit peu moins connu de la méiose, c'est que la méiose corrige les mutations. C'est-à-dire que si on part d'un parent qui a un phénotype complètement muté, même si l'allèle est récessif, parce qu'il a une mutation sur l'allèle 1, une mutation sur l'allèle 2, et qu'on croise deux individus qui ont justement, qui sont tous les deux mutés de cette manière, eh bien on pourra avoir dans la descendance des phénotypes normaux. Parce qu'il y a une possibilité de crossing over quelque part entre les deux sites mutés, et que si vous faites un crossing over entre les deux sites mutés, donc on va avoir l'allèle 1 jusque là, puis ensuite l'allèle 2, donc on récupère bien ce qui est dessiné ici, hein, une double mutation, et puis on récupère l'allèle 2 jusque là, puis l'allèle 1, donc c'est bien ce qui est dessiné en dessous, une absence totale de mutation. Donc s'il y a des mutations et des crossing over entre les deux sites des mutations, alors on peut récupérer un allèle parfaitement normal lors de la méiose. Et ça, c'est un phénomène assez important à l'échelle de l'évolution. Deuxième modification de l'information génétique, c'est le brassage interchromosomique. Donc le fait qu'en anaphase de première division de méiose, la séparation d'un chromosome homologue de son autre chromosome homologue est parfaitement aléatoire. Donc le mécanisme est le suivant, c'est que la rencontre entre les deux kinétochores fusionnés d'un chromosome et les microtubules kinétochoriens est quelque chose qui se fait complètement au hasard. Les microtubules s'agitent par agitation moléculaire à l'intérieur de la cellule et par hasard, ils vont rencontrer un kinétochore. Donc ça peut être aussi bien celui des chromosomes bleus que des chromosomes rouges. Donc ça peut être l'un ou l'autre de façon parfaitement aléatoire puisque c'est juste une rencontre par agitation moléculaire. Donc on a équiprobabilité des deux cas qui sont représentés. Donc on est dans quelque chose de parfaitement équiprobable. On peut à nouveau utiliser Sordaria pour le prouver. Donc là, il suffit que vous preniez des asques homogènes par moitié, que vous fassiez le même travail. J'avais vu il y a longtemps une démonstration qui était peut-être plus parlante pour les élèves. Ils utilisaient un maïs hétérozygote avec un allèle qui est codé pour une synthèse d'amidon tout à fait normale, donc il se colore en bleu foncé. D'autres pour un amidon un petit peu moins ramifié, en tout cas ramifié différemment, qui donnait le maïs dont on fait le popcorn, et qui fixe moins bien l'iode et qui donc a une coloration plus marronasse. Et regardez le pollen qui est issu de la méiose de cet individu hétérozygote. Et on trouvait 50% de pollen coloré en bleu foncé, 50% de pollen coloré plutôt en marron. Et donc là, on retrouvait la disjonction parfaitement aléatoire des deux allèles lors de la méiose. J'ai pas réussi à retrouver les photos pour ce diaporama, donc si quelqu'un les a ou les trouve, merci de me les envoyer. Si vous n'avez le temps de faire qu'un schéma pour la comparaison mitose-méiose, ce qu'il faut absolument dessiner, ce sont les métaphases. C'est ça qui explique la différence. Bien montrer que les deux kinétochores ici sont fusionnés, ce qui fait que forcément ce qui va migrer, c'est un chromosome tout entier. Alors que dans la méiose 2, ou la mitose, parce que c'est équivalent, la méiose 2 est une mitose de cellules haploïdes, comme il y a deux kinétochores bien séparés, il y a accrochage des deux côtés, et donc séparation des deux chromatides. Donc c'est vraiment les kinétochores
et ce qui se passe en métaphase qui prédit s'il y a changement ou pas de degré de ploïdie, et l'accrochage des kinétochores qui fait le brassage interchromosomique. Donc si vous avez à dessiner l'ensemble des brassages de l'information génétique, ce que vous devez absolument représenter, c'est de l'information, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des allèles. Sinon, vous aurez montré la modification du support, donc comment on change les mots dans le bouquin, mais pas que l'histoire a changé. Donc, indispensable d'avoir des allèles. Vous êtes obligé d'avoir 2 paires de chromosomes, puisqu'il vous faudra du brassage interchromosomique, mais vous êtes obligé d'avoir 2 gènes sur le même chromosome pour faire du brassage intra. Donc si on veut tout faire sur le même chromosome, il nous faut absolument avoir ces 3 gènes différents pour pouvoir vraiment comparer mitose-méiose et bien expliquer le brassage de l'information lors de la méiose. On va être prudent quant aux conséquences de ce brassage. On entend souvent dire la méiose, ça crée des spores, si on est chez les végétaux, des gamètes, si on est chez les animaux, qui sont uniques. Oula, on ne faut pas aller aussi vite, ça dépend du degré d'hétérozygosie des parents. Donc on va prendre un parent d'une hétérozygosie relativement classique, un peu comme dans la population humaine, et puis on va prendre au contraire une variété, c'est-à-dire issue de la domestication des races pures, c'est-à-dire complètement homozygote. Si on prend un eucaryote diploïde standard, bien hétérozygote, on peut considérer que sur un chromosome, on a un peu plus de 100 gènes, mais on n'en aura pas plus de 100 qui sont vraiment hétérozygotes, parce que là-dedans, il peut y avoir par exemple des gènes d'histone, et là, on a une telle pression de sélection qu'il n'y a quasiment pas d'hétérozygosie sur les gènes d'histone, par exemple. Donc, il y a plus que 100 gènes, mais il n'y aura que 100 sites hétérozygotes. Prenons un nombre qu'on ne va pas préciser, un nombre P de crossing over. Le nombre de crossing over dépend aussi de la longueur du chromosome. Et regardons combien on peut faire de chromosomes différents juste en faisant des crossing over. Par exemple, on choisit le chromosome 1 et on essaye de savoir à partir de cet individu combien de types de chromosome 1 on peut faire. Donc pour chaque gène, vous pouvez prendre un allèle ou un autre allèle, puisqu'il est hétérozygote. Vous pouvez prendre l'allèle maternel, l'allèle paternel. Donc vous avez 2 combinaisons pour ce premier gène. Et vous allez recommencer pour le suivant. Donc vous aurez à nouveau 2 combinaisons. Puis pour le troisième, vous en aurez 2. Donc là, on aura 2 puissance 3 combinaisons avec 3 gènes. Donc en généralisant, on aura 2 puissance P combinaisons pour faire un chromosome en tirant de façon aléatoire un allèle ou l'autre allèle le long de ce chromosome. Mais j'ai pas qu'un chromosome comme ça. Là, je viens de créer le chromosome 1, par exemple. Eh bien, je vais créer aussi le chromosome 2, le chromosome 3, le chromosome 4, etc. Et donc, si je fais du brassage interchromosomique, j'ai pour le chromosome 1, j'ai 2 possibilités. Soit je prends le chromosome 1 paternel, soit je prends le chromosome 1 maternel. Donc, pour chaque chromosome, en brassage inter, j'ai 2 possibilités. Donc, je choisis mon chromosome 1 maternel ou paternel, je choisis le chromosome 2 maternel ou paternel, etc. etc. Et comme j'ai n chromosomes, et ben ça me fait 2 puissance n possibilités par simple brassage inter. Bien sûr, c'est pas brassage intra ou brassage inter, c'est brassage intra et brassage inter. Donc les probabilités se multiplient, ce qui fait que j'ai 2 puissance n plus p. Donc j'ai 2 puissance n fois 2 puissance p, ce qui fait 2 puissance n plus p possibilités. Et si on prend des valeurs crédibles chez les humains, effectivement, on va avoir 2 puissance au moins 100. Et donc là, effectivement, la combinaison que je trouve dans ce gamète est totalement unique. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, vous passez dans de l'agronomie ou dans de l'élevage. Eh bien, c'est plus du tout la même histoire. Par exemple, si vous prenez une variété de petits pois bien précise, le nombre de sites hétérozygotes des petits pois utilisés par Mendel est de 0. Le nombre de crossing over, ça ne change pas. Alors, il peut y avoir tout un tas de recombinaisons, mais comme ça recombine à chaque fois des allèles qui sont parfaitement identiques, ça me fait toujours la même combinaison. Ça ne change absolument rien. Maintenant, je regarde par brassage inter. Oui, je peux prendre le chromosome paternel ou le chromosome maternel, mais ça me donne exactement la même information puisqu'ils sont parfaitement identiques. Et donc, j'ai considérablement modifié le support, mais du point de vue de l'information, j'ai toujours exactement la même chose. Donc, si on prend
des races pures ou des variétés pures, j'ai une seule et unique combinaison possible pour les spores ou les gamètes, qui est exactement la combinaison qui existait déjà chez les parents. Et donc là, on n'a pas du tout de création, d'apparition de diversité génétique. Et bien sûr, vous avez tout un continuum entre une absence totale de diversité génétique jusqu'à une unicité des descendants, selon le degré d'hétérozygosie qu'il y a dans cette population. Donc il faut être prudent. La méiose, ça ne crée pas toujours des génotypes uniques, en particulier si vous êtes dans une population très consanguine. Ça va créer une petite diversité, mais cette diversité va être relativement limitée. Une idée importante en ce qui concerne la variabilité ou la stabilité de l'information génétique au cours de la méiose, c'est que là, ce que nous venons de voir, c'est qu'il y a une variabilité des combinaisons des allèles des gènes. Mais il y a aussi quelque chose qui reste parfaitement stable, c'est peut-être un peu trop implicite dans les diapositives précédentes, c'est qu'il y a une stabilité de l'information génétique de l'espèce. Tous les gènes qui étaient présents chez le parent, il y a un exemplaire de ce gène dans les gamètes ou dans les spores. Donc, comme c'est cet ensemble de gènes qui caractérise cette espèce, on va bien avoir la même espèce qui se retrouve, le cariotype typique de l'espèce qui se retrouve dans les spores ou les gamètes. Elle est haploïde certes, mais on a le cariotype typique de cette espèce. En plus, les mécanismes de contrôle qu'on a précisés limitent les grandes mutations chromosomiques qui changeraient le cariotype et donc qui changeraient l'espèce. Certes, il peut y avoir des mutations géniques, mais la spéciation par mutation génique, c'est vraiment totalement exceptionnel. On connaît quelques cas, mais c'est vraiment totalement exceptionnel. Donc, en règle générale, la méiose fait une stabilité de l'espèce, on garde l'espèce, mais de la diversité, alors plus ou moins forte, selon l'hétérozygosie des populations, une variabilité des combinaisons des allèles typiques de cette espèce. Le deuxième aspect dont il faut que je vous parle, c'est le modèle dit nul de Hardy-Weinberg. Alors, c'est pas un modèle nul parce qu'il est naze et qu'il vaut rien. Le modèle nul, ça veut dire qu'on va tester l'absence de sélection naturelle. C'est pour ça qu'il est dit modèle nul. Qu'est-ce qui se passe en absence de sélection naturelle? Et le modèle d'Hardy-Weinberg dit que s'il n'y a que la reproduction sexuée et rien d'autre, alors les fréquences alléliques ne changent pas. Donc pour avoir que de la reproduction sexuée et rien d'autre, et pour pouvoir faire une démonstration qui ne soit pas trop compliquée, le modèle de Hardy-Weinberg utilise 5 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on a une grande population. Pourquoi il faut absolument ça? C'est parce que sur les petites populations, on ne peut pas prédire ce qui arrive à la génération suivante à partir de la génération précédente. Donc on ne pourra pas utiliser les mécanismes de la reproduction sexuée pour prédire la population suivante. Il faudrait au contraire utiliser des lois de probabilité. Or, la démonstration d'Hardy-Weinberg utilisera seulement le mécanisme de la reproduction sexuée pour prédire la génération d'après. Donc il faut que ce soit pertinent. Et pour que ce soit pertinent, il faut que cette population soit très grande. Sinon, c'est le hasard qui intervient. On choisit une population fermée, ça c'est juste pour que ce soit simple, qu'on n'ait pas à rajouter des individus ou à en enlever. Pareil pour les mutations, c'est pour simplifier les choses. Et puis, les deux hypothèses suivantes, c'est elles qui font qu'on n'a aucune forme de sélection naturelle. Donc, ni sélection sexuelle, donc c'est pour ça qu'on va parler de panmixie. N'importe quel gamète de n'importe quel individu se rencontre avec une égale probabilité. On n'a pas de sélection sexuelle portant ni sur le choix du partenaire, ni sur le fait que certains gamètes en rencontrent plus facilement certains que d'autres. Et puis, on a l'autre aspect de la sélection non sexuelle, qui n'existe pas non plus. C'est-à-dire que tous les génotypes ont la même viabilité et ont la même fertilité. Il n'y a pas un génotype qui produit plus de descendants ou il n'y a pas de génotype qui produit des individus qui ont plus de chances de survivre jusqu'à l'âge reproducteur. Donc on n'aura pas besoin de mettre de coefficient de sélection et bien sûr ça va beaucoup faciliter notre démonstration. Et donc puisqu'on n'a pas de sélection du tout, nous allons tester l'effet de la reproduction sexuée sans sélection.
et montrer que s'il n'y a que de la reproduction sexuée, alors il n'y a pas du tout de variation de fréquence allélique. Eh bien, allons-y. Donc, choisissons une population dans laquelle on n'a que 2 allèles. Alors ça, c'est juste pour faire une démonstration simple, hein, c'est pas du tout crédible. Un gène existe dans une population généralement sous la forme de dizaines d'allèles, mais nous, on va faire simple, on n'a choisi que 2. On les appelle grand A et petit a, et on décide de nommer de façon conventionnelle petit p la fréquence de l'allèle A et Q la fréquence de l'allèle petit a. Comme on a dit qu'il n'y avait que 2 allèles, P plus Q vaut 1. Donc ça, c'est important de le retenir parce que ça va beaucoup simplifier les équations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord les parents, puis à partir de ces parents, on va leur faire la reproduction sexuée, donc produire des gamètes et faire que ces gamètes se rencontrent, et voir ce qui se passe à la génération d'après. Donc essayons déjà à partir de cette population de savoir combien on a d'homozygotes, combien on a d'hétérozygotes dans cette population. Donc on va créer des homozygotes grand A, des homozygotes petit a, et puis on va créer des hétérozygotes grand A, petit a. Donc commençons par créer un homozygote. Donc on va prendre le cas de l'homozygote grand A. Pour faire un homozygote grand A, il faut qu'à partir du parent mâle, on récupère l'allèle grand A, et qu'à partir du parent femelle, on récupère aussi l'allèle grand A. Comme ici, on n'a pas proposé d'hérédité liée au sexe, la fréquence de cet allèle ne dépend pas du fait que ce soit le père ou la mère, et dans les 2 cas, c'est P. Donc il faut un allèle A du père et un allèle A de la mère, et quand en probabilité on a un et, ça veut dire qu'il faut multiplier les probabilités. Donc là, la fréquence d'avoir grand A, c'est P fois P, donc c'est P2. Même raisonnement pour l'allèle petit a, ce qui va nous amener à Q2. Et puis, il faut faire un petit peu plus attention pour l'hétérozygote. Souvent, les étudiants, si on leur demande de démontrer, ils ne font pas très attention. Ils disent la probabilité de former un hétérozygote, c'est la probabilité d'avoir un allèle grand A, ce qui fait P, un allèle petit a, ce qui fait Q, et donc la fréquence des hétérozygotes, c'est P plus Q. Mais il faut bien savoir que si nous avons créé les homozygotes et les hétérozygotes, nous avons créé toute la population. Donc vérifions qu'on a bien toute la population. Donc on a les homozygotes grand A, P2, on a les homozygotes petit a, Q2, et on a les hétérozygotes que l'on croit est à une fréquence P plus Q. Mais on connaît bien nos identitaires marquables. Donc on va mettre P plus Q au carré, et P plus Q au carré, c'est P2 plus Q2, donc jusqu'ici tout va bien, mais plus 2PQ. Et donc, si on utilise juste l'identitaire marquable, on voit tout de suite qu'on s'est trompé. En fait, il nous manque PQ individu, et qui ça peut être? En fait, c'est que il y a 2 façons de faire des hétérozygotes. Soit le mâle fournit l'allèle grand A, soit le mâle fournit l'allèle petit a. Et donc, il y a des grands A, petit a, et ici, il aurait plutôt fallu les nommer petit a, grand A. Il y a 2 façons de former un hétérozygote, et là, effectivement, là, je retrouve bien mon identitaire marquable, j'ai bien toute ma population, puisque j'ai bien P2, Q2, 2PQ. Donc, faire attention à ce petit souci souvent qu'ils ont pour former les hétérozygotes. Maintenant qu'on a la population de départ, eh bien, on va leur faire former des gamètes, ou si vous êtes chez des animaux, ou des spores si vous êtes chez des végétaux. Donc pour ça, on va prendre chaque génotype et on va lui faire former des gamètes. Donc commençons par le génotype grand A, lui forme qu'un seul type de gamète, des allèles grand A. Donc la fréquence des allèles grand A, sachant que son parent est grand A, elle est de 100%, elle est de 1. Mais la fréquence des gamètes grand A, sachant que son parent est grand A dans la population générale, c'est bien sûr pas de 1. Parce qu'il faut multiplier par la probabilité d'existence de ce parent. La probabilité d'existence de ce parent, c'est ce qu'on avait calculé ici, c'est P2. Donc la fréquence de ce gamète dans la population générale, c'est sa fréquence sachant que son parent est grand A, multiplié par la probabilité d'existence de ce parent dans la population, donc c'est 1 fois P2. Même chose pour l'autre homozygote, donc ça va être 1
fois Q2. Et puis, on a l'hétérozygote. Donc l'hétérozygote, lui, par définition, il peut faire des gamètes ou des spores avec l'allèle grand A ou l'allèle petit a. Donc le ou en probabilité se transforme en plus. On a disjonction aléatoire des chromosomes lors du brassage interchromosomique. Donc les deux allèles ont une égale probabilité de 1,5 pour grand A et pour petit a. Mais bien sûr, il faut multiplier par la probabilité d'existence de cet hétérozygote. Donc, la probabilité d'avoir un allèle grand A sachant que son parent est hétérozygote, c'est 1,5 fois PQ, donc c'est PQ. Et la probabilité d'avoir un gamète petit a sachant que son parent est hétérozygote, c'est 1,5 fois 2PQ, donc c'est PQ aussi. Donc ça, ce sont les gamètes qui ont été produits par les parents. Maintenant, essayons de recréer une nouvelle génération. Donc pour créer une nouvelle génération, eh bien, on va refaire un tableau de croisement dans lequel on va essayer de savoir quelle est la probabilité des gamètes grand A, quelle est la probabilité des gamètes petit a. La probabilité du gamète grand A, c'est d'être formé soit par un homozygote, donc là on a dit que c'est P2, soit par un hétérozygote, et à ce moment-là c'est PQ. Et c'est là qu'on n'oublie pas notre identité remarquable, parce qu'en mettant en facteur, ça nous fait P facteur de P plus Q, mais P plus Q c'est 1, donc la probabilité du gamète grand A dans la population des parents, elle est de P. Tiens, comme dans la génération d'avant. Vous allez faire exactement la même chose pour l'allèle petit a, il peut être formé ici par l'homozygote, mais ici aussi par l'hétérozygote, c'est l'un ou l'autre, donc les fréquences s'ajoutent, et donc on se retrouve exactement avec la même chose, Q facteur de P plus Q, mais P plus Q c'est 1, et donc la fréquence de l'allèle petit a, il est de Q. Et donc on voit que le tableau de croisement qu'on va construire pour les descendants est exactement le tableau de croisement que l'on avait pour les ascendants. Et donc ça va refaire exactement la même population, il n'y aura aucune modification. De génération à génération, on retombe éternellement sur ce même tableau de croisement et donc sur la même répartition des homozygotes, des hétérozygotes et de l'autre homozygote. Or, là on a fait faire la reproduction sexuée, on a fait se rencontrer de façon aléatoire les gamètes, et bien qu'on ait fait de la reproduction sexuée, vous voyez que pour les fréquences alléliques, il se passe absolument rien. Si vous trouvez que pour les élèves, cette démonstration elle est un peu trop aride, elle ne leur parle pas beaucoup, il y a une autre voie d'entrée que j'utilise avec les élèves, c'est de montrer que si on fait varier les paramètres qui sont fixés par Hardy-Weinberg, c'est-à-dire que si on supprime ces 5 hypothèses, alors on voit varier les fréquences alléliques. Donc c'est une démonstration par l'absurde. Pour ça, vous avez un excellent site qui s'appelle le laboratoire de biologie virtuelle, entièrement en anglais, mais entièrement libre de droit, qui vous permet d'avoir toutes les expériences classiques d'évolution qui sont présentes sous forme d'animation. Donc vous allez dans les modèles de l'évolution, les modèles de génétique des populations, et c'est le tout premier. D'ailleurs, l'image, ça correspond à cette modélisation, puisqu'il s'agit de modéliser des carpes-koi qui sont dans un bac. Donc ça nous permet d'avoir une population fermée si on le souhaite, ouverte si on veut, parce qu'on peut ramener des carpes-koi, on peut en faire entrer, on peut les laisser sortir aussi. On a une fréquence initiale des allèles, et en fait, vous pouvez paramétrer ce que vous voulez. Donc pour la taille initiale, prenez plutôt faites monter la population au-dessus des paramètres par défaut pour avoir une grande population, sinon vous allez avoir de l'aléatoire, mais c'est quelque chose que vous pouvez justement tester. On peut, donc n'augmentez pas que la population initiale, hein. La chose la plus importante, c'est ici le paramètre K, la capacité biotique du milieu. C'est surtout ça en fait qu'il faut augmenter, parce que ça va vous donner le nombre maximum d'individus. Vous pouvez faire de la sélection sexuelle en changeant le sexe ratio, le nombre de mâles et le nombre de femelles.
Vous pouvez faire de la sélection non sexuelle, donc ici vous avez le nombre d'alevins qu'il y a par portée, vous avez la mortalité, donc vous faites une sélection R, vous pouvez faire une sélection K. Vous n'êtes pas obligé de partir d'une proportion d'allèles qui soit de 1,5, vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Et puis vous pouvez décider d'ouvrir la population, donc de faire de la migration, avec des génotypes au hasard ou des génotypes qui ne sont pas au hasard, à vous de choisir. Vous pouvez rajouter des mutations, mais alors restez sur des taux faibles pour que ce soit un petit peu réaliste. Hein. Vous pouvez aussi modifier la valeur sélective des génotypes pour voir ce qui se passe. Et puis, vous pouvez faire de la sélection des partenaires. Donc là, c'est aussi une façon de faire de la sélection sexuelle. Et de remarquer que tout ça, ce sont les hypothèses d'Hardy-Weinberg. Et chaque fois qu'une des hypothèses d'Hardy-Weinberg n'est pas vérifiée, alors les fréquences alléliques changent. Alors pourquoi utiliser, enfin, à quoi ça sert de s'embêter avec le modèle d'Hardy-Weinberg? Eh bien, on va chercher quand est-ce que le modèle d'Hardy-Weinberg n'est pas vérifié. Parce qu'à ce moment-là, vous savez qu'il y a une des 5 hypothèses d'Hardy-Weinberg qui est fausse. Et donc, vous aurez une petite idée de ce qui se passe. Est-ce que la population est ouverte? Est-ce que la population est trop petite? Est-ce qu'il y a une sélection R, une sélection K ou une sélection sexuelle? Et donc, nous allons plutôt rechercher les exceptions à Hardy-Weinberg plutôt que l'application d'Hardy-Weinberg. Donc, je vous propose ici un exercice sur la drépanocytose dans 2 populations différentes, une population d'Afrique équatoriale, une population des USA, dans lequel il y a eu du génotypage. On voit tout de suite qu'on a plus de 10 000 individus, donc on est dans une grande population. S'il y a une exception à Hardy-Weinberg, ce ne sera pas celle-là. Première étape pour savoir si une population suit ou pas Hardy-Weinberg. Il faut calculer les fréquences des allèles. Et alors là, souvent, les élèves se mettent à tourner en rond. Ils prennent Hardy-Weinberg pour calculer les fréquences. Mais si vous prenez Hardy-Weinberg pour calculer les fréquences, vous supposez qu'Hardy-Weinberg est vrai. Donc forcément, vous allez démontrer qu'Hardy-Weinberg est vrai. Donc ça tourne en rond. Donc surtout lors de la première étape, n'utilisez pas Hardy-Weinberg. Aucune hypothèse. On compte bêtement. Donc on va compter simplement la fréquence des allèles A, sachant qu'un homozygote en amène 2, qu'un hétérozygote en amène qu'un. On compte tout simplement la fréquence des allèles dans la population complète. Ensuite, on teste si Hardy-Weinberg est vérifié ou pas. Donc là, on calcule les fréquences selon le modèle d'Hardy-Weinberg. Donc on va prendre les fréquences que l'on a ici, qu'on va appeler justement P et Q. Là, on a le droit cette fois-ci, puisque c'est notre hypothèse. Et si effectivement ça suit Hardy-Weinberg, alors je vais pouvoir calculer la fréquence de l'homozygote qui sera de P2, donc de 0,88 fois 0,88. Je pourrai calculer la fréquence de l'hétérozygote, 2 fois 0,12 par 0,88, et je vais pouvoir calculer la fréquence de l'homozygote, 0,12 fois 0,12. Je multiplie après par le nombre total d'individus, 12 387, et j'obtiens le nombre d'individus selon Hardy-Weinberg. Or, je connais le nombre d'individus réels dans ces 3 catégories. Donc l'objectif est ensuite de comparer le réel avec la théorie. Si on fait ça de façon rigoureuse, il faut faire un test statistique du qui2. Mais ce n'est pas notre programme. Donc nous, on est obligé de le faire au flair. On ne peut pas le faire de façon très très rigoureuse. Donc on constate que globalement, ça suit Hardy-Weinberg, mais quand même à 300 individus près, qu'on a quand même un petit peu trop d'homozygotes récessifs, que ça a l'air d'être pas très loin d'Hardy-Weinberg, mais pas complètement. Alors que quand on regarde aux USA, là, on est vraiment beaucoup plus près, puisque c'est seulement une vingtaine d'individus qui sont différents pour ces allèles, mais là aussi, on a une petite sous-représentation des individus HBS. Donc, on va dire qu'il nous semble, même si on n'a pas fait de statistiques, que les USA, c'est à peu près Hardy-Weinberg, et que l'Afrique équatoriale, non, ça ne suit pas Hardy-Weinberg. Bien sûr, il nous faudra un test du qui2 pour prouver qu'en Afrique équatoriale, ça ne suit pas Hardy-Weinberg.
Et ensuite, vous pouvez proposer aux élèves de comparer ça avec le gène du paludisme. Vous pouvez leur fournir des documents montrant que les allèles HBS changent la forme des hématies, que ça gêne l'entrée de l'agent de la malaria, que donc ça fait un effet protecteur, et que donc là, il y a une sélection de type K, puisque ça a un effet sur la survie des individus. Pourquoi est-ce qu'aux USA, on est proche d'Hardy-Weinberg, mais qu'on n'y est pas complètement? Pour ça, il va falloir être plus précis et subdiviser en deux populations, ce qui va nous permettre d'arriver sur la notion d'homogamie et d'hétérogamie. Donc ce sont des exceptions à la panmixie. La panmixie, tous les gamètes se rencontrent de façon complètement équivalente. L'homogamie, ça veut dire que les individus qui se ressemblent se reproduisent de façon préférentielle entre eux. Et bien sûr, l'opposé, c'est l'hétérogamie. Il faut que les individus soient différents pour pouvoir se reproduire entre eux. Donc là, on va subdiviser, on va prendre la population blanche et on regarde la fréquence de cet allèle HBS dans la population blanche, dans la population afro-américaine, et on va calculer la probabilité qu'on devrait obtenir s'il n'y avait pas de population séparée, s'il y avait panmixie, c'est-à-dire si les individus blancs et noirs se reproduisaient sans qu'il n'y ait aucun barrage culturel au métissage. Et si on fait ça, on s'aperçoit que du coup, dans cette population totalement métisse, on devrait avoir 2% d'allèle HBS, c'est-à-dire qu'il y en aurait plus que dans la population blanche, mais il y aurait surtout bien moins que dans la population afro-américaine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de panmixie aux USA, mais au contraire des populations qui se séparent, qui font en fait de l'homogamie. Et ça pose des problèmes, cette homogamie, parce que les populations afro-américaines ont du coup des génotypes différents des populations blanches, et ils ne répondent pas de la même manière au traitement dans les hôpitaux, à tel point que actuellement on travaille sur le fait d'adapter les traitements médicaux aux populations afro-américaines, mais on a des difficultés, c'est qu'ils n'ont pas été assez inclus dans les études cliniques. Alors ça, pour des raisons historiques. Dans les années 60, ils ont été beaucoup trop inclus et quelque part exploités. Donc après, ils ont refusé d'entrer dans les tests cliniques de peur qu'on les utilise pour tester en fait l'innocuité des médicaments, comme ça a été fait dans les années 50-60. Donc ils refusaient, ce qui fait que on a une grande difficulté à recruter des Afro-Américains dans les études cliniques. Et du coup, on ne sait pas assez bien comment ils répondent aux médicaments. Donc ça, c'est un problème que l'on a beaucoup quand il y a une forte homogamie. Le problème, c'est qu'on a des sous-populations qu'on ne peut pas soigner de la même manière. Et c'est un problème qui est aussi très marqué en Inde, où les différentes castes se reproduisent tellement peu entre elles qu'elles sont en train de répondre complètement différemment aux médicaments et qu'en fait, il faut des traitements par caste. Ce qui complique beaucoup la médecine. Et donc je m'étais arrêtée là pour l'exposé, mais je vais commenter rapidement ce qui a été dit ensuite lors des questions. Donc on s'était intéressé au Canada et au fait qu'on ne puisse pas appliquer Hardy-Weinberg à population francophone du Québec, parce qu'on n'est pas du tout dans des grandes populations. Là, au contraire, on est dans des histoires de petites populations et on arrive beaucoup mieux à retracer la diversité génétique en utilisant des modèles complètement aléatoires qu'en utilisant des modèles Hardy-Weinberg, quand bien même on rajouterait de la sélection dans Hardy-Weinberg. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la dérive génétique. La dérive génétique, c'est quand on a des petites populations. À ce moment-là, l'évolution est beaucoup plus due au hasard qu'au mécanisme, soit de sélection naturelle, soit au phénomène déterministe, quel qu'il soit. Donc ça se remarque particulièrement quand on a, comme au Québec, ce qu'on appelle un effet fondateur. Il y a un petit groupe d'individus qui part installer une colonie. A priori, c'est pas tellement dû à leur génome, hein, donc ils ont pas, c'est pas basé sur leur gène, ils ne migrent pas parce qu'ils ont un phénotype particulier, ils migrent pour des raisons socio-économiques, et donc en Vendée au XVIIe siècle, c'était une région extrêmement pauvre, donc ils sont allés chercher une meilleure vie ailleurs, mais au démarrage, ils sont peu nombreux
à s'installer, à fonder une colonie. Et surtout, c'est un état qui va persister assez longtemps parce que l'installation en Amérique a été quelque chose de très compliqué, avec des gros problèmes de survie des colonies. Donc elles sont restées assez petites en effectif. Et il a fallu longtemps avant qu'on retrouve une population de plusieurs dizaines de milliers d'individus. Et c'est ça qui fait la dérive génétique. C'est le temps pendant lequel la population reste petite, parce que pendant tout ce temps, c'est le hasard qui explique avant tout les résultats. Donc ici on l'a représenté sous forme de schéma. Donc en fait c'est pas qu'un effet fondateur, c'est 3 effets fondateurs en cascade dans le cas particulier du Québec. Donc une première migration à partir de la Vendée, qui ont fondé tout un tas de colonies dans la vallée du Saint-Laurent. Puis ensuite une deuxième migration un petit peu plus vers le centre des terres, où là la survie a été relativement simple. Et puis quand cette nouvelle colonie de Charlevoix est devenue un peu trop surpeuplée, à nouveau des migrations vers des plus petites colonies, vers 1840. Et là, on a eu à nouveau un grand effet de dérive génétique parce que c'était plein de petites colonies. Hein, vous voyez la surface de l'État, il est vraiment immense. Ce qui fait que on a du coup des populations particulièrement originales dans ce Québec, notamment aux alentours de la petite région de Saguenay. On a une maladie qui est hyper représentée alors qu'elle est rarissime en Europe, qui est une ataxie, donc un problème neurologique de mouvements incoordonnés qui sont très représentés et qui donc ont nécessité le développement d'hôpitaux qui sont spécialisés là-dedans, et à tel point qu'on l'appelle aujourd'hui ataxie de Charlevoix-Saguenay. On a aussi des fibromes qui se mettent sur les reins qui sont aussi très très représentés, surreprésentés, et par contre des pathologies assez fréquentes en Europe qui sont complètement inexistantes, comme l'hémophilie. Ce qui fait que du fait de ces effets fondateurs et de cette dérive génétique, l'offre médicale doit être adaptée dans le Québec parce qu'on n'a pas du tout les mêmes fréquences qu'ailleurs dans la population, et donc il faut des consultations neurologiques développées, et puis le service sanguin d'hémophilie, lui, il est quasiment inexistant. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre la part d'aléatoire et la part de déterminisme, donc là on part d'une population réduite à son strict minimum, donc peut-être une dizaine d'individus, j'ai choisi 11 dans la simulation, on serait ici. Un petit peu plus d'individus, on serait quelque part par là, puis là on n'a encore pas énormément, on serait quelque part par ici, et puis une population de plus de 100 000 individus, on serait par ici. Et donc vous voyez que plus la taille de la population augmente, et plus la part d'aléatoire diminue au profit du déterminisme, c'est-à-dire ce qui permet de prédire la génération d'après à partir de la génération d'avant. Donc, connaissant les phénomènes de reproduction et de sélection, je peux prédire la génération d'après. Ici, vous avez une simulation à partir du logiciel qui s'appelle PopG, que vous pouvez télécharger très facilement, qui est entièrement gratuit, qui permet aux élèves de comprendre cette part de déterminisme, cette part d'aléatoire. Donc, on peut tracer Hardy-Weinberg, là c'est la ligne bleue, déterminisme total, absence complète de variation des fréquences. Si on a 1000 individus, on voit que avec le nombre de générations, avec le temps, on s'écarte tout doucement parce qu'il y a un peu d'aléatoire quand même dans ce processus, il y a ici cette part d'aléatoire, on va s'écarter progressivement d'Hardy-Weinberg, mais vous voyez que sur des petites populations, Hardy-Weinberg, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux faire des tirages aléatoires, en réalité c'est ce que fait le logiciel, là. Il fait des tirages aléatoires d'une génération à l'autre pour prédire l'évolution des populations. On peut mettre de la sélection. Donc on peut faire une variante d'Hardy-Weinberg dans lequel on va faire comme je vous ai dit précédemment, on crée une génération, mais ensuite on ne va pas forcément faire que tous les génotypes ont le même taux de survie, ou que tous les génotypes ont la même fécondité, ou que tous les gamètes puissent se rencontrer de façon aléatoire. Donc ici on a fait une sélection d'un allèle par rapport à d'autres, et donc là on regarde l'effet totalement déterministe, donc avec la sélection que j'ai choisie, toujours la ligne bleue, et puis pareil, on a toujours la dispersion due à l'aléatoire autour de ce phénomène de sélection naturelle.
Et on voit que même quand il y a sélection naturelle, si la population est petite, ça n'a strictement aucun effet. Donc même si vous avez une très forte sélection, et là j'ai mis quand même des facteurs de sélection assez puissants, même si on a une très forte sélection, eh bien ça n'aura pas d'effet sur les fréquences alléliques des populations. Et c'est encore plus vrai dans une population humaine où l'individu qui survit le mieux, qui résiste aux pathogènes, etc., n'est pas forcément celui qui transmet ses gènes. Ça, c'est vraiment une vision ultra simpliste de l'évolution. En réalité, nous avons des groupes socioculturels et on va favoriser sa famille. Et donc, ce n'est pas forcément l'individu qui est le plus résistant au climat, aux pathogènes, etc., qui va transmettre ses gènes. Il peut apporter beaucoup de choses à la famille et que des individus de sa famille, qui n'ont pas forcément ces allèles de résistance, vont transmettre leurs gènes. Donc là, on a des effets culturels qui viennent compliquer considérablement la modélisation. Donc la survie du plus apte, vous oubliez complètement. Hein. Un exemple sympathique, qui va passionner vos élèves de dérive génétique, c'est le cas du cheval de Przewalski, l'actuel emblème de la Mongolie, qui a failli disparaître puisque à la fin du 19e siècle, il n'en restait plus que dans les zoos. Il en restait dans les zoos européens et en Mongolie, il n'y en avait plus du tout. Et on a décidé, la Mongolie en particulier, à lancer un programme pour faire revenir le cheval de Przewalski dans les prairies mongoles. Le problème, c'est qu'il restait 13 individus et que ces individus, ils avaient subi une dérive génétique sévère par le fait qu'ils étaient élevés en zoo. La sélection naturelle s'exerçait plus du tout et on a retrouvé beaucoup de crânes de ces chevaux et la plupart avaient ce type de dentition complètement de travers là par rapport à une dentition normale. Là, les incisives se touchent, donc l'animal est capable de couper l'herbe pour l'ingérer et se nourrir, alors que là, vous voyez que la mâchoire arrière est complètement décalée par rapport à la mâchoire avant et donc les individus ne sont pas capables de couper l'herbe. Mais ça n'avait pas de conséquences sur leur reproduction dans des zoos puisqu'on les nourrissait au grain. Et donc ils pouvaient tout à fait se reproduire dans les zoos. Mais si vous les lâchez en Mongolie, ils ne survivent pas. Donc il a fallu compenser l'effet de ce goulot d'étranglement, faire de la sélection très très forte dans l'autre sens. Alors heureusement, il y avait quelques allèles de dentition saine dans ces populations, même s'il n'y en avait pas beaucoup. On a remis les individus dans les Cévennes. Au début, il a fallu les nourrir au grain parce qu'ils étaient quand même trop nombreux à avoir des problèmes de dentition. Mais tout doucement, au fur et à mesure qu'ils se sont reproduits, on a diminué la nourriture au grain, ce qui fait que là, il y a eu une sélection sur une dentition correcte permettant de s'alimenter par broutage. Et on a pu progressivement reconstituer un troupeau capable de s'alimenter. Et puis, alors là, ça a été vraiment peut-être un coup de chance, hein, un troupeau qui a retrouvé un comportement de troupeau sauvage normal, c'est-à-dire qu'il se regroupait et que l'étalon spontanément allait charger les chiens. Et donc ça a permis de penser qu'il serait capable de se défendre contre les prédateurs, notamment les loups qu'on pouvait trouver en Mongolie. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a réintroduit ces troupeaux qui ont su tout à fait se défendre vis-à-vis des prédateurs, qui ont su se nourrir et qui aujourd'hui prospèrent en Mongolie et prospèrent aussi dans la zone de Tchernobyl. Alors sur la fin de cette formation, j'ai juste donné quelques points de repère de façon à ce que vous puissiez mieux profiter de la deuxième journée de formation, puisque la thérapie génique va être faite lors de cette deuxième journée de formation. Donc pour vous montrer les grands types, donc on peut modifier le génome, on peut modifier les ARN. Donc quand on modifie le génome, bien sûr aujourd'hui on modifie les cellules somatiques pour des raisons d'éthique. Donc ce qui se fait beaucoup, c'est de modifier les lymphocytes T. Donc il faut récupérer les lymphocytes T de la personne. On leur insère un gène. Donc un gène qui est le gène d'un récepteur chimérique qui est capable de reconnaître des antigènes particuliers. Donc pour que ça vaille le coup, il faut que la personne ait un cancer dans lequel il y a des protéines particulières à la surface des cellules tumorales et on va justement faire ici un anticorps qui est capable de reconnaître ces antigènes tumoraux.
Et le problème, c'est qu'il faut avoir des cellules T qui soient activées par cet antigène. Et souvent, elles ne sont pas assez activées, quand bien même elles reconnaîtraient cet antigène. Donc là, on a décidé de faire une protéine chimère qui s'active de lui-même dès qu'il fixe l'antigène. Donc ça veut dire que ces cellules T, avec leur antigène, leur anticorps particulier, elles se fixent directement sur les cellules tumorales qui sont ici en vert, et automatiquement, elles sont actives, c'est-à-dire qu'elles vont attaquer directement les cellules tumorales. Et donc ça permet d'avoir un effet ciblé sur un cancer particulier. La limite étant bien sûr qu'il faut que ce cancer, ces cellules tumorales, elles expriment des protéines particulières à leur surface pour que les cellules T n'attaquent que ces cellules-là en particulier. On utilise aussi l'édition du génome pour les maladies auto-immunes. Donc là, c'est l'inverse. On veut réduire l'activation des lymphocytes qui ont tendance à s'attaquer aux cellules du foie. Donc là aussi, il y a des effets prometteurs sur des maladies auto-immunes graves, comme le lupus ou la myasthénie. Et il y a de plus en plus de traitements qui sont, d'essais en tout cas, qui sont faits pour valider les différentes techniques. Donc, on utilise aussi dans ces méthodes beaucoup maintenant la thérapie génique par CRISPR-Cas. Bien sûr, on ne fait plus comme ça a été fait historiquement, de modifier l'ensemble des cellules en travaillant sur un embryon, comme l'avait fait le docteur Jiang Kui en Chine. Et, il a d'ailleurs été condamné pour ça, parce que non seulement c'était pas éthique, il n'a pas demandé l'autorisation, en plus on ne sait pas si ça apportera réellement un avantage à ces personnes. C'est pas prouvé du tout qu'elles se défendront correctement contre le virus HIV. Et en plus, à l'époque, la méthode CRISPR n'était pas assez précise, donc il y a des éditions ailleurs dans leur génome, et bien sûr, ça c'est toujours inquiétant, parce que les modifications ailleurs dans le génome sont susceptibles d'induire des maladies, notamment des cancers. Les choses ont changé depuis cette époque-là, puisqu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle la thérapie génique CRISPR-Cas super précise. On a changé, on a modifié l'ADNase Cas, et ce qui fait qu'on ne modifie plus tout un secteur, on peut changer une seule base, et surtout, on n'a plus de modifications ailleurs dans le génome, ce qui était vraiment la grosse inquiétude. Donc maintenant, on sait changer une seule paire de bases, on sait créer des vecteurs qui permettent d'aller dans un organe particulier, et surtout, on sait créer un système qui est activable par la lumière. Parce que, par exemple, si vous mettez un vecteur pour aller dans le cerveau, pour arriver à modifier des neurones, vous ne voulez pas que tous les neurones soient modifiés, vous voulez peut-être que juste certains neurones, ceux de la substance grise, soient modifiés pour limiter les effets du Parkinson. Et le problème, c'est que c'est un tout petit noyau, extrêmement petit. Et si vous injectez le vecteur, vous risquez de modifier tout ce qui est aux alentours, et donc de modifier les autres cellules à dopamine, ce qui bien sûr aura des effets secondaires catastrophiques. Tandis qu'avec un système photoactivable, on pourrait éclairer juste la substance noire et donc n'avoir une modification que dans la substance noire et pas dans les autres réseaux dopaminergiques. Donc pour le moment, hein, on est encore dans le test laboratoire, on n'est même pas dans le test clinique, mais ça ouvre des horizons. Pour les tests cliniques, il y a quand même des choses qui sont déjà en place. Il y a de la drépanocytose avec une amélioration considérable de la vie des patients, notamment qui déclarent qu'ils ont une vie normale après avoir vécu des années et des années dans la douleur. On a eu quelques bons résultats aussi avec des formes très particulières de déficience visuelle, mais aussi de diabète, parfois de cancer, et puis récemment aussi quelque chose de très encourageant sur l'atrophie musculaire spinale, qui est la mort des motoneurones, qui aboutit forcément à la mort de l'individu par paralysie respiratoire. Donc là aussi, il y a des choses qui sont vraiment très encourageantes, mais je pense que elle vous en parlera largement. Le souci de la modification du génome, c'est que justement on modifie le génome, et du point de vue éthique, on aimerait éviter. Donc il y a une autre piste qui a été lancée, c'est de modifier les ARN messagers, plutôt que d'aller modifier le génome. Et pour que ce soit vraiment efficace, de modifier plusieurs ARN messagers simultanément, parce que vous savez qu'à partir d'un gène, souvent on a de nombreux ARN messagers par épissage alternatif. Donc si vous ne ciblez qu'un ARN, vous n'arriverez pas forcément à empêcher ce gène de s'exprimer. Donc le principe, c'est de remplacer Cas9 qui reconnaît l'ADN
par une autre protéine Cas qui, elle, reconnaît des ARN et les coupe de la même manière. Et puis, au lieu d'avoir juste un ARN guide, on a plusieurs ARN guides. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle méga CRISPR, puisque c'est une abréviation pour dire qu'il va y avoir plusieurs ARN guides. Et avec ce système, donc de plusieurs ARN guides pour la reconnaissance des ARN cibles et Cas13, ben, on va pouvoir couper tous ces ARN. Et aujourd'hui, ce pourquoi c'est en voie d'étude, c'est d'augmenter l'efficacité des cellules qui ont été modifiées par CRISPR-Cas9, les fameuses cellules CAR-T. Donc c'est lymphocytes T modifiés, parce que ces lymphocytes T modifiés, au début, ils sont très actifs contre les tumeurs, mais à la longue, ils se désactivent. Et ils se désactivent par le processus qui est inhérent à tous les lymphocytes T. Quand les lymphocytes T sont activés plusieurs fois par le même stimulus, ils finissent par cesser de répondre à ce stimulus. C'est notamment ce qui évite les maladies auto-immunes. Et donc, nous, on voudrait supprimer cet effet pour qu'ils continuent à attaquer les cellules tumorales, même s'ils ont été au contact 3, 4, 5 fois des cellules tumorales. Donc on voudrait supprimer la signalisation intracellulaire, ce qu'on appelle une voie de transduction, la voie des signaux intracellulaires qui arrêtent justement l'activation de ces lymphocytes T. Donc cette voie de transduction, elle implique l'expression d'un certain nombre de protéines et on va couper, on va bloquer l'expression des gènes correspondants pour que ces protéines ne soient plus présentes et qu'il n'y ait plus la voie de signalisation qui arrête l'activation des lymphocytes T pour qu'ils restent toujours actifs. Mais bien sûr, là, il faut être prudent parce qu'on ne voudrait pas que ça aille vers des risques de maladies auto-immunes, d'où l'idée de peut-être d'avoir une activation transitoire comme dans les systèmes photoactivables. Mais là, il ne faudrait pas que ce soit photoactivable, ça serait trop compliqué, mais peut-être d'autres systèmes d'activation transitoire pour pouvoir aussi arrêter le fait de couper la voie de transduction des lymphocytes T s'ils venaient à déclencher une maladie auto-immune.